Mali. Comment ça se passe là-bas? Oui, oui, je suis au Mali. Comment ça se passe au Mali? Oui, au Mali, ça se passe bien. Et ça fait à peu près quelques fois que je participe à la réunion. Vous êtes dans quelle structure? Je suis au niveau de l'Institut national de santé publique, laboratoire de bactériologie et biologie. Santé publique. Enchanté. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci bien. Bon, bonjour, docteur Aïssatou. Est-ce que vous pouvez vous présenter, juste vous présenter et dire votre structure et votre profil? Voilà, merci docteur Ousseynou, merci de m'avoir invité sur ce Zoom. En fait, je suis docteur Aïcha Toudia, je suis pédiatre au Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, donc qui est un site de référence pour la prise en charge des enfants infectés par le VIH. Merci Voilà. beaucoup. Vraiment, merci beaucoup d'être là avec nous. Nous allons démarrer la session tout à l'heure. Donc, nous saluons aussi M. Pierre, que nous voyons sur l'écran. M. Pierre, comment vous allez? Pierre-Olivier Faye, votre micro est fermé. Pierre-Olivier, est-ce que vous nous entendez? Votre micro est fermé. Ça va, vous allez bien? Votre micro est fermé. Ah, c'est fermé. Attendez, je vais Voilà, désactiver. c'est bon, c'est bon. Ça va. Ça va bien. Vous êtes dans quelle structure? Au service de santé de la gendarmerie, Ah, avec docteur ravi. Aïssa. Ah, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci, merci. C'est partagé. Merci beaucoup. Nous voyons aussi Abdou Bari. Monsieur Abdou Bari, est-ce que vous nous recevez? Oui, Monsieur Abdou, bonjour. comment vous allez? Je vais bien, Alhamdulillah. Et vous, ça va? Oui, ça va tranquille. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok. Bonjour à tout le monde. C'est docteur Abdou Bari, médecin de prise en charge au district sanitaire de Koumpentoum dans la région de Tambacounda. Dans le Tambacounda. Enchanté. Et à Tambalawa. Et le climat, c'est bon maintenant? Ou bien il fait toujours chaud? Ça va, c'est un peu, ça va, c'est extrêmement chaud, hein? Donc, du courage. Mais Et en dehors merci de ça, d'être là, et merci d'être merci, là avec merci nous pour beaucoup, cette très cher. session. Merci beaucoup d'être là pour cette session. Nous voyons Tout aussi le notre plaisir est expert partagé. sur l'écran, Madame Ndaymarem John Gay. Madame Ndaymarem, est-ce que vous nous recevez? Oui, bonjour Ousseynou, je vous reçois très bien. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous Je plaît? suis en cours de route. Je suis presque arrivée au niveau du LBV. J'arrive comme ça là. Je Ah, suis d'accord, presque c'est arrivée. super. Donc, nous vous attendons. D'accord, ok, je suis presque arrivée. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, professeur Abibou. Professeur Abibou Sarr? Ah ben, Ousseynou Gueye, Oui, ça va. comment vous allez? Bon, Oui, prof, votre connexion n'est pas stable. alors Bonjour, prof, oui, est-ce que vous recevez? c'est un plaisir en tout cas d'assister à cette session pour un partage d'expérience sur l'écho. Merci. Merci beaucoup, prof. Madame Diarassi, comment vous allez? Madame Diarra, est-ce que vous nous recevez?
Madame Diarra, votre micro est fermé. Monsieur Wopamba, enchanté de vous retrouver. Bonjour docteur, bonjour aux membres de la Comment vous communauté. allez? Ça va. Et les activités? Oui, ça va, tranquille, Oui, alhamdulillah. très bien. Moi, c'est Baoupa, je suis doctorant. Je travaille au compte de l'ONG ex-Guinée qui accompagne les forces armées guinéennes dans le cadre du VIH. Donc, je suis fidèle ici et bonjour à toute la communauté, sans oublier le professeur Ali Matour. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Wopa, et merci d'être là avec nous pour cette Ah, session. merci. Ouais, Merci merci. beaucoup. Bon, sans plus tarder, on va essayer de démarrer cette session d'aujourd'hui avec les housekeeping. Nous remercions toute la communauté d'être là avec nous pour cette session d'aujourd'hui du 8-5 qui parle sur le sérodiagnostic positif du VIH chez un nourrisson non infecté par le VIH. Et comme facilitateur moi-même, avec des experts comme Dr Aïssatou Soundoy, qui est pharmacienne commandant biologiste et responsable du laboratoire d'analyse médicale du service de la gendarmerie nationale. Et aussi, comme présentateur de cas, il y a Dr Aïssatou Dia, qui est pédiatre et médecin de prise en charge du VIH au niveau du centre hospitalier national d'Albert Royer. Et comme deuxième expert, on a aussi Madame Ndaye Marem John Gay, qui est aussi responsable du bureau IPTM de la DLCI au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui va nous rejoindre tout de suite. Et comme coordinateur de cette activité de ECHO, nous avons le professeur Alimatou Diop Ndiaye, que nous saluons de passage, qui est le point focal École Labo Bonne Pratique. Donc, nous allons passer la parole à notre expert qui est ici, là, de se présenter, Dr Aïssatou Soundoy. Vous avez la parole. Merci, docteur. Moi, c'est docteur Aïssatou Sow. Je suis pharmacien biologiste et je suis virologue PhD et responsable du laboratoire d'analyse médicale du service de santé de la gendarmerie. Merci à la communauté d'être là et merci aussi au professeur Aliman pour l'initiative. Merci à tous d'être là aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, Dr Aïssatou. Merci beaucoup et merci d'être là comme expert pour notre session aujourd'hui. Donc, on va passer sur les housekeeping. Diapo. D'accord. Donc, comme agenda d'aujourd'hui, on va essayer de faire une petite introduction et de donner la parole à notre présentatrice de cas aujourd'hui, le Dr Aïssatou Dia. Ensuite, faire des échanges sur sa présentation et revenir sur la présentation didactique des experts que nous avons aujourd'hui et les échanges des experts avant de clôturer la session. Donc, nous avons comme experts, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dr Aïssatou Sow et Mme Ndaye Marem John, et aussi comme présentateur de cas, Dr Aïssatou Dia, et comme facilitateur moi-même, Dr Seynou Gueye. Donc, nous demandons à chacun d'entre vous, au niveau de la communauté, d'abord de fermer votre micro si vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, et de garder votre vidéo allumée tout au long de la session et le positionner correctement avec un bon éclairage pour qu'on puisse revoir. Et aussi, nous demandons à chacun de ne pas divulguer les informations de santé qui sont protégées ou personnellement identifiables. Et aussi, lorsqu'on vous demande de vous présenter, on vous demande de chacun d'entre vous d'activer son micro et de dire son nom, son prénom, le nom de son structure et dans lequel il travaille. Et aussi, lorsque vous avez la parole, on vous demande aussi, chacun d'entre vous, de garder votre téléphone portable en mode silencieux pour ne pas perturber la séance et aussi d'assurer d'avoir un débit d'Internet qui est suffisant. Pour les questions aussi, on vous demande de lever la main physiquement ou bien d'utiliser les fonctions de lever de main de Zoom. Il y a d'autres actions qui sont aussi importantes que aussi nous aimerons tous, chacun d'entre vous aussi, de porter sur ça, c'est-à-dire que pour toutes les questions ou les problèmes techniques que vous avez rencontrés concernant le Zoom, merci de contacter
le support informatique via le chat d'envoyer les messages, le chat, et merci aussi de saisir votre nom au complet et le nom de votre organisation. Vous pouvez aussi retrouver sur le WhatsApp, aussi sur le groupe WhatsApp, en vous enregistrant, et aussi soyez informés que cette session est enregistrée aussi. Cette session est enregistrée. En y participant aussi, vous acceptez d'être enregistré, et ces enregistrements vont être partagés au niveau du compte YouTube. Nous vous remercions de votre coopération, et ça c'est le code qu'il faut scanner pour intégrer le groupe WhatsApp École Labo Bonne Pratique. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre présentatrice de cas, Dr Aïchatou Dia, qui va nous faire la présentation de son cas qu'il a eu au niveau de son structure. Donc, Dr Aïchatou, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois très bien. D'accord. Donc, Voilà. nous allons vous passer la parole. Est-ce que vous pouvez partager votre écran ou bien on partage la présentation? Là, vous pouvez partager votre écran, peut-être. Vous nous passez la présentation, je pense que c'est mieux. D'accord. Monsieur Conan? Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en attendant que le technicien met en place la présentation? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis docteur Aïchatou Dia. Je suis pédiatre au Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer de Fann, donc au Sénégal. Donc, je suis chargée aujourd'hui de vous faire la présentation de notre cas clinique. Donc, au niveau donc, du site, en fait, c'est le caméra en fait qui ne marche pas bien. Là, je suis en train de manipuler, mais ça ne marche pas. OK. Donc, C'est ça. comment? On va essayer de partager Voilà, votre partagez à présentation. votre niveau. Je pense que j'ai un souci technique. D'accord. Donc, nous accueillons aussi notre deuxième expert, Madame Ndeye Maram John Gueye. Madame Ndeye Maram, merci d'être là avec nous pour cette session écho. Donc, nous allons vous passer la parole pour que vous puissiez se présenter à la communauté qui est là aujourd'hui. Vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Madame Gueye et Madame John. Je suis sage-femme de profession, économiste de la santé, et je suis responsable du bureau de l'élimination de la transmission mère-enfant, du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B au Sénégal, au niveau de la division de lutte contre le sida et les IST. Donc, merci à tout le monde. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de participer à cette importante session du sérodiagnostic de l'infection à VIH chez un enfant au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Merci beaucoup et bonne session à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Gueye. Merci beaucoup d'être là avec nous. Et merci encore de pouvoir être notre expert aujourd'hui. Docteur Aïssatou, on vous passe la parole pour la présentation de votre cas. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci, docteur Ousseynou. Merci pour pour me donner l'occasion de vous faire cette présentation de cas clinique. Donc, au Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer. Allez-y. Donc, nous allons démarrer tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est le sérodiagnostic positif du VIH chez un nourrisson non infecté par le VIH. Donc, au niveau de Albert Royer, donc, nous avons reçu une patiente du nom de AG, aux initiales AG, de sexe féminin, née le 16 janvier 2025 à Missigra, à Ouadène, dans le département de Koungheul. Il faut noter que dans l'histoire de la maladie, nous avons recueilli la mère, elle est originaire du Nigeria, donc sans domicile fixe, donc présentant des troubles psychiques, une violence verbale avec le personnel, donc du centre de santé, associée à une agressivité. Cette violence, elle est physique avec son propre enfant, refusant de le faire téter avec une menace d'infanticide.
Voilà, slide. Voilà, donc dans l'histoire de la maladie, qui révèle donc la vulnérabilité de la mère. Déjà, c'est une mère qui est sans domicile fixe, dont la grossesse n'était pas désirée, donc n'était pas suivie de père inconnu. L'enfant a été abandonné au centre de santé de Koungheul 5 jours après la naissance. Et au cours donc de cette période néonatale, donc cet enfant ce nouveau-né a présenté des abcès cutanés diffus, une mauvaise prise pondérale, ce qui a motivé les prestataires à faire une sérologie rétrovirale qui est revenue positive, donc c'est-à-dire à 1 mois de vie. Ce nouveau-né, il faut noter que ce nouveau-né a été recueilli par l'association ERIS qui œuvre dans la récupération donc, des enfants donc, orphelins et des enfants vulnérables. Cette association, nous l'a adressée pour une meilleure prise en charge. Dans les antécédents anténataux, c'est-à-dire le déroulement de la grossesse, c'est une grossesse qui n'est pas suivie car la mère était en situation de vulnérabilité. Dans les antécédents périnatos, on note un accouchement qui est à terme au centre de santé de Koungheul, se faisant par voie basse, donnant un nouveau-né de sexe féminin ayant un pesant 2900 grammes à la naissance. Ce nouveau-né avait une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Slide. Voilà. Toujours dans les antécédents postnataux, l'enfant a été allaité au lait artificiel. Et il a été mis sous traitement antirétroviral à 1 mois de vie après cette sérologie qui est positive. Donc, ce démarrage de traitement antirétroviral a été fait au niveau du centre de santé de Koungheul avec le schéma ABC 3TC de luticravir. Il faut noter que cet enfant a été vacciné au BCG et elle est actuellement sous allaitement artificiel. Dans les antécédents familiaux, le père est inconnu. La mère serait mariée au Nigeria avec 2 enfants dont les statuts sérologiques n'ont pas été déterminés, aussi bien pour la mère que pour l'enfant, pour les enfants. Voilà, slide. Sur le plan clinique, donc à l'examen d'entrée donc au Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, cet enfant nous est revenu asymptomatique, c'est-à-dire il n'a présenté aucun signe clinique. Elle avait présenté un bon état neurologique, donc un examen cardio-respiratoire qui était normal, sans signe cutané. Donc, il y avait une absence de signes cutanés, c'est-à-dire des signes cutanés qui étaient donc notés au centre de santé de Koungheul. Cet enfant, ce nouveau-né, ce nourrisson plutôt, a eu une bonne prise pondérale de 4 kg. Slide. Comme action menée, donc nous avons fait la polymérase change reaction, c'est-à-dire la PCR1. Donc, à 1 mois, 25 jours de vie, il faut noter que ce nouveau-né n'a pas bénéficié de prophylaxie, donc elle était sous traitement antirétroviral que nous avons arrêté et elle a continué l'allaitement artificiel. L'allaitement artificiel a été continué. Elle a été mise sous Bactrim et le calendrier vaccinal a été poursuivi.
Il faut noter que le dosage des antigènes HBS a été fait, donc en même temps que la sérologie, et il est revenu négatif. Voilà, slide. Quelles sont les méthodes diagnostiques indiquées chez ce nouveau-né? Donc, nous avons fait la PCR, chez ce nouveau-né, c'est la PCR ADN, la PCR ARN et la SFV. Nos collègues biologistes vont revenir sur cette partie. Slide. La PCR ADN qui a été faite donc est revenue négative et réalisée à 1 mois 25 jours de vie. Tandis que la PCR2, la deuxième PCR sera prévue à 9 mois de vie. Donc, n'a pas encore été faite. Voilà. Slide. Chez ce nouveau-né, nous n'avons pas fait la PCR ARN. La SRV qui a été réalisée donc à la naissance au centre de santé de Kungel, donc devant le contexte social de la mère, c'est-à-dire une mère vulnérable dont le statut était ignoré, et devant les signes cutanés et une mauvaise prise pondérale, donc cette sérologie qui a été faite devant tous ces arguments est revenue positive. Slide. Comme difficulté et leçons apprises, donc il faut chez ce nouveau-né, il faut noter la vulnérabilité de la mère déjà, de la gestante. Cette mère qui est donc sans domicile fixe, ayant des troubles psychiques, qui n'a pas donc désiré cette grossesse, un père qui reste inconnu, un nouveau-né qui est abandonné. Donc, il faudra insister sur cette vulnérabilité qui entoure ce bébé. Il faut noter que chez notre patiente, vous pouvez revenir sur le slide, chez notre patiente, la prophylaxie n'a pas été faite. Cette prophylaxie n'a pas été faite. Donc, le traitement qu'ils ont institué, ils l'ont démarré à 1 mois de vie et c'était au centre de santé de Kungel. Chez notre patiente, il faut toujours noter qu'elle n'a pas bénéficié d'un allaitement maternel déjà. Donc, elle a été mise sous allaitement artificiel, alors que l'allaitement maternel aurait été très bénéfique pour elle. Merci de votre attention. Voilà, merci. Docteur Ousseynou? Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur Aïssatou. Voilà. Merci beaucoup, docteur Aïssatou, de nous avoir présenté votre cas que vous avez eu au niveau du Centre national Albert Royer. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé de votre cas. Donc, il s'agit d'une patiente née le 16 janvier 2025 à Kungel, née de mère d'origine Nigeria qui présente des troubles psychiques avec violence sur son propre enfant et refus de téter et menace d'infanticide. Et la sérologie de la maman aussi était inconnue. Cette grossesse était non désirée et non suivie et que le père est inconnu. Donc, après accouchement, l'enfant est abandonné au niveau du centre de santé de Kungel 5 jours après la naissance. Et le SRV a été fait au niveau de l'enfant le 18 février 2025, c'est-à-dire à 1 mois, 2 jours de vie. Et comme résultat obtenu, les résultats étaient positifs. Et l'enfant est transmis au niveau du centre hospitalier national Albert Royer par l'association ERIS. Donc, à l'admission, le tableau clinique que l'enfant présentait, l'enfant était asymptomatique.
l'enfant avait un bon état neurologique et l'examen cardiovasculaire aussi était normal avec absence de signes cutanés. Donc, l'enfant est mis sous traitement antirétroviraux à partir de 1 mois de vie et elle était aussi sous allaitement artificiel. Et la vaccination BCG a été faite. Donc, comme action menée au niveau de votre service, vous avez fait un prélèvement de PCR le 11 mars 2025 et que les résultats étaient négatifs. Et la PCR2 était prévue, vous avez prévu de le faire à 9 mois. Vous avez aussi jugé nécessaire d'arrêter le traitement antirétroviraux qui a été initié à 1 mois et vous l'avez mis sous traitement bactérique. Et que la sérologie, le dosage des antigènes HBS a été fait chez l'enfant et comme résultat obtenu, les résultats étaient négatifs. Et, la charge virale chez l'enfant n'était pas faite, donc ce n'était pas réalisé chez votre patient. Et que la sérologie aussi, antirétroviraux, la sérologie a été faite à la naissance au niveau du district Kungel. Et comme difficulté rencontrée et leçon apprise, c'est la vulnérabilité de la mère qui était sans domicile fixe avec des troubles psychiques et que la prophylaxie qui n'était pas faite chez l'enfant, alors que le traitement est fait à 1 mois de vie. Donc, docteur Aïssa, est-ce que j'ai bien résumé votre cas aujourd'hui? Et je pense que vous avez été vraiment, vous avez bien résumé le cas. Et je pense que ça doit être clair pour les autres. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons tourner vers la communauté pour les questions que vous avez à poser à notre présentatrice de cas, le docteur Aïssatou Dia, qui est pédiatre au niveau du centre hospitalier national Albert Royer, qui est médecin aussi de prise en charge. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de le poser à notre présentatrice de cas. Merci de lever la main physiquement ou bien d'utiliser l'icône qui permet de se signaler. Et aussi dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, je pense qu'il y a professeur Alimatou qui pose une question. Oui, au niveau du chat. Voilà. Monsieur Conan. Voilà, donc, Monsieur Wapa. Oui, bonjour, docteur Hussein. Encore une fois, je voulais poser une question au niveau de la sérologie. Quels étaient les tests qui étaient utilisés? Est-ce que l'algorithme national sénégalais a été respecté dans ce sens? Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur Wopa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Aïcha est en train de noter les questions, après elle va revenir sur les questions. Il y a aussi des questions sur le chat. Il y a professeur Alimatou qui demande est-ce qu'on a revu la mère? Est-ce que vous avez une idée de la période de l'infection ou de sa charge virale en dehors des abcès? Et est-ce que l'enfant présentait d'autres signes évocateurs? Donc, docteur Aïchatou, je pense que vous notez les questions. oui, voilà, je suis en train D'accord, il y a M. Abdou Bari qui a levé la main. M. Abdou, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup. Mon remerciement à la présentatrice de ce cas qui est important. Koungheul, c'est un district qui est proche également du nôtre, dans le district de Koumpentoum. Seulement que je ne sais pas si la présentatrice du cas a discuté avec le district de Koungheul. Parce que normalement, étant donné que l'enfant est né au district de Koungheul, normalement, même si elle n'était pas bien suivie, elle ne respectait pas les CPN, mais normalement, le jour de l'accouchement, on doit faire le test DIO. Le test DIO pour essayer de voir. Parce que si la maman n'était pas bien suivie, si elle ne respectait pas les CPN, si le bilan périnatal n'était pas du tout fait, mais au jour de l'accouchement, normalement, on devait faire le test DIO pour essayer de voir les statuts sérologiques également de la maman. Deuxièmement aussi, bon, je ne sais pas si ils ont eu à respecter aussi l'algorithme en fait. D'accord. Merci beaucoup, M. Abdou Bari.
pour les questions posées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc dans la salle, est-ce que vous avez des questions à poser à notre présentatrice de cas? Docteur Aïssatou? Voilà, Merci beaucoup. donc, oui, je peux prendre la parole? Oui, vous répondez aux questions posées d'abord. D'accord, voilà, à professeurs et aux autres pour ces questions. Je pense que en ce qui concerne la mère, je pense qu'elle a été donc elle n'a pas été revue au centre de santé de Koungheul et même c'est elle qui a abandonné le bébé 5 jours après l'accouchement. Donc ils n'ont pas pu, les gens de Koungheul n'ont pas pu la recontacter, la retrouver parce que en fait elle était perdue de vue. Elle était perdue de vue et là, nous, on n'avait pas eu des informations après sur cette maman. Parce que l'association Iris, donc, qui a ramené l'enfant à Albert Royer, non, en fait, elles ont contacté même les responsables administratifs de Koungheul pour retrouver la mère, mais je pense qu'elles n'ont pas pu la voir. Et en ce qui concerne la charge virale, donc nous n'avons pas pensé à faire la charge virale en dehors de ces abcès parce que ce que nous avons donc jugé de faire, c'était la PCR 1 pour avoir une idée parce que l'enfant est revenu avec une sérologie positive, rétrovirale positive. Donc, et dans notre suivi à Albert Royer, nous avons donc voulu respecter l'algorithme avec la PCR 1, donc qui est revenu négatif. Voilà, la PCR à ADN. D'autres signes, l'enfant n'a pas présenté d'autres signes évocateurs en dehors donc d'une mauvaise prise pondérale et des abcès cutanés qui remontaient à 1 mois de vie. Nous, on l'a reçue à 1 mois 25 jours. Et sur le plan clinique, elle était asymptomatique. Voilà. Et il y avait une bonne prise, quand même, une bonne prise pondérale de 4 kilos, alors que le poids de naissance est de 2,9 kg. En ce qui concerne voilà, le docteur Barry, donc je pense que nous n'avons pas pu remonter les prestataires du centre de Koungheul parce que nous n'avons pas eu leur contact déjà. On a essayé de remonter, mais on n'a pas pu. On a juste eu l'association donc qui s'est déplacée et ils n'ont pas pu nous donner n'arrivaient pas à nous donner le contact de ces prestataires-là. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, si vous pouvez me rappeler les autres questions qui ont suivi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup, docteur Aïssatou, d'avoir apporté des réponses aux questions qui ont été posées par la communauté. Donc, on va voir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va voir avec nos experts s'ils ont des questions de clarification à poser à notre présentatrice de cas. Donc, je donne la parole à Madame Gueye s'il y a des questions à poser. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Ousseynou. Moi, réellement, je n'ai pas de questions parce que les questions ont été déjà posées par nos collègues. Mais le problème qui se pose, Abdou Barry, les recommandations. OK, peut-être une question, mais c'est déjà posé. Merci beaucoup, Madame Gueye, Madame, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, nous allons donner la parole à notre deuxième expert, qui est Dr Aïssatou Sow. Docteur, vous avez la parole. Merci, docteur Ousseynou.
Merci, docteur Aïcha, pour la présentation de ce cas. Donc, comme la première experte, donc, les questions étaient mon souci était de savoir quelle technique de PCR vous aviez utilisée pour déclarer la PCR positive du moins. Je voulais savoir quelle technique vous avez utilisée. Et puisque vous n'avez pas pu remonter l'information par rapport au... Allô? Vous nous recevez? Donc, je voulais savoir, est-ce que aussi, puisque vous n'avez pas pu remonter l'information par rapport aux gens de santé de Koungheul, pour savoir pourquoi la sérologie de la mère n'a pas été faite au niveau de la salle d'accouchement. Je voulais vraiment avoir aussi une réponse à cette question. Merci. Merci beaucoup, Dr. Aïssatou, pour les questions de clarification. Donc, nous allons redonner la parole à notre présentatrice de cas d'aujourd'hui, Dr. Aïssatou Dia. Voilà, en fait, docteur Essaynou, merci docteur Aïssatou pour ces questions posées. Ce que nous avons fait nous avons fait la PCR ADN. Ce que nous avons fait, c'était la première PCR ADN que nous avons fait à cet enfant quand on l'a reçu à Albert Royer. Pour la sérologie de la mère, en ce qui concerne la mère, en fait, la mère, c'est le centre de santé de Koungheul. C'est le centre de santé de Koungheul. Voilà. Je continue. En fait, en ce qui concerne la mère, il faut noter que l'enfant n'a pas été, l'enfant a été, donc, ils ont fait la sérologie de l'enfant devant des signes cutanés et devant une mauvaise prise pondérale. C'est ce qui les a motivés à faire la sérologie de l'enfant. Mais nous n'avons pas eu d'informations sur la mère, sur le statut sérologique de la mère. Je pense que le centre de santé n'a pas pensé à faire une sérologie à la mère, à une mère qui est vulnérable, à une mère qui a son domicile fixe avec des troubles psychiques, une grossesse qui est non désirée, donc une grossesse qui n'a pas été donc suivie. Voilà, donc je pense qu'ils n'ont pas pu le faire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Docteur Hussein. Merci beaucoup, Dr. Aïssatou, pour les réponses apportées aux questions posées à notre experte. S'il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons passer aux recommandations. Est-ce qu'au niveau de la communauté, vous avez des recommandations à donner pour ce cas, à notre présentatrice de cas, sur la gestion de ce cas? Est-ce que vous avez des recommandations? Docteur Olivier, est-ce que vous avez des recommandations à donner à notre présentatrice de cas? Monsieur Olivier? Oui. Est-ce que vous avez des recommandations? Oui, en fait, bon, je peux rebondir sur ce qu'a dit mon chef, docteur Aïssatou. Pourquoi on ne comprend pas en fait pourquoi est-ce que avant l'accouchement, parce que voilà, il fallait avoir les données au moins de la maman avant l'accouchement pour savoir si elle est séropositive ou non. Donc ça, c'était le minimum qu'il fallait faire. On ne comprend pas pourquoi au niveau du district sanitaire là-bas, qu'on n'ait pas fait cela. Et ce que je voulais savoir aussi, parce qu'on a l'intitulé, c'est diagnostic positif du VIH chez un nourrisson non infecté par le VIH. Ce contraste-là, est-ce que c'est momentané, ça va être levé après? Parce qu'on a fait effectivement un test ADN après 1 mois 25 jours. Est-ce qu'on doit refaire le deuxième test pour confirmer effectivement la positivité de l'enfant? OK. Parce que là, rien n'est formel que l'enfant est séropositif. Rien n'indique cela. D'accord. Merci beaucoup pour les recommandations. Monsieur Omar Kaye, est-ce que vous avez des recommandations pour le cas d'aujourd'hui? Monsieur Omar? Monsieur Yacouba, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup celui qui a présenté les cas.
moi, je voulais juste peut-être rejoindre celui qui vient d'intervenir, hein. Pour moi, je ne sais pas pourquoi un enfant qui a moins d'un mois, on fait la sérologie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je me suis dit que peut-être comme c'est un enfant qui est moins d'un an et moins d'un mois, c'était la PCR. Sinon, la sérologie, ça ne permet pas de décider. Donc, si moi j'ai une recommandation à faire, c'est vraiment dans ces genres de cas, c'est de faire la PCR. Dans les cas contraires, on ne pourra pas décider parce que c'est pas vraiment une sérologie positive, puisqu'on n'a pas, on ne sait pas si l'enfant, c'est les anticorps de sa maman ou pas. Voilà. Donc, je pense que à moins de 18 mois, la sérologie ne permet pas de dire que c'est les positifs ou négatifs au VIH. C'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Yacouba. Et enchanté d'être là avec nous. Monsieur Dr Abdoubari, vous avez la parole pour des recommandations. D'accord, merci beaucoup. Désolé tout à l'heure, hein, j'avais reçu un appel, raison pour laquelle bon, les trucs ont été interrompus en fait. Bon, comme recommandation de respecter les algorithmes de dépistage, hein, parce que normalement, étant donné que c'était une femme enceinte, normalement, avant de l'accoucher, on devait savoir son statut sérologique aussi. Ça fait partie des recommandations en fait, du programme. Deuxièmement, aussi sur les critères d'arrêt également du traitement. Je pense bien que c'est un enfant, c'est un comédien, si on suit très bien l'examen qu'ils ont à présenter. Parce qu'il y a un retard de croissance qui est là. Il commence à développer également des éruptions aussi cutanées. Il commence également à développer des éruptions cutanées. Je pense que ça suffit pour dire que ce sont des signes d'appel d'une infection à VIH. D'autant plus que la SRV est positive. Ça prouve que probablement ce sont les anticorps maternels qui persistent aussi. J'aurais bien aimé qu'avant d'arrêter le traitement, on va essayer de discuter aussi avec des autres spécialistes pour voir. Parce qu'arrêter le traitement aujourd'hui, attendre encore 9 mois encore pour reprendre aussi le traitement également, je pense qu'on gagnerait beaucoup mieux à continuer le traitement que d'arrêter le traitement en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Barry. Merci beaucoup vraiment pour vos recommandations. Monsieur Wapa, est-ce que vous avez des recommandations? Monsieur Wapa. Merci, Dr Gueye. Je pense que Abdoul Bari a ramassé ce que je voulais dire et surtout respectons l'algorithme parce que je pense que même dans les cas de PTME, il y a des algorithmes qu'il faut suivre, surtout sur le nourrisson. Est-ce que à ce stade-là, à ce âge, est-ce que vraiment la sérologie, par exemple, utiliser des termines et autres, est-ce que ça a une valeur? Est-ce que ça a une valeur vraiment, une valeur diagnostique qui nous permet de dire que vraiment c'est un cas un cas positif? Donc, je m'en doute fort, mais de toutes les façons, essayons de reconsidérer, respecter les règles et les normes et les procédures. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Wopaba. Merci beaucoup vraiment pour vos recommandations. Professeur Alimatou, est-ce que vous avez des recommandations pour notre cas aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, Dr Ousseynou, et merci à Dr Aïcha Touba pour sa présentation. Je voulais juste dire que il faut peut-être aussi remettre les choses un peu dans leur contexte. Tout ce qui s'est passé avant que l'enfant n'arrive à Albert Royer ne dépend pas beaucoup de la pédiatrie. Donc, effectivement, il y a eu un non-respect par rapport à la PTME, mais ça, c'était avant. Donc, est-ce que ce qu'elle a fait depuis qu'elle a eu le bébé, depuis qu'ils ont eu le bébé entre les mains, c'est ce qu'il fallait faire? Je crois que les discussions peut-être doivent plutôt porter sur ça. Quelle a été l'attitude des pédiatres? Est-ce qu'ils ont envisagé les bonnes choses, etc. Donc, en tout cas, je voulais vraiment la féliciter. Moi, la question que je me pose, c'est qu'on n'a pas d'autres informations par rapport au statut immunitaire de l'enfant. Bon, je sais que vous êtes aux recommandations, mais voilà, je voulais juste savoir si on savait au moins du point de vue de la numération formule sanguine,
Parce que maintenant, on n'a plus de CD4. Est-ce qu'ils avaient une petite information par rapport au taux de lymphocytes chez cet enfant ou un autre marqueur qui pouvait laisser présager qu'il y a aussi une infection? Donc voilà, en termes de recommandations, peut-être moi ce que je préconiserais, au-delà de tout ce que les autres ont dit, c'est-à-dire que la sérologie peut-être ne devait pas être faite chez cet enfant-là, mais on se met dans le cas où elle est déjà faite, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je préconiserais peut-être de refaire la PCR de l'enfant au bout d'un certain temps, au bout de 3 mois, si, par exemple, il y a toujours des signes d'immunodépression avérés. Donc, peut-être que nos experts pourront mieux nous édifier sur ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Merci beaucoup pour les recommandations données. Est-ce qu'au niveau de la communauté, il y a d'autres recommandations? S'il n'y a pas d'autres recommandations, est-ce que dans la salle, il y a des recommandations pour notre cas aujourd'hui? Les experts. Est-ce que vous avez des recommandations? Ok, d'accord. Merci beaucoup, Seydou. Est-ce que vous avez des recommandations? C'est bon. Donc, docteur Mamat, docteur Brahma, Madame Adja, Olivier. Est-ce que vous avez des recommandations? C'est bon. Donc, nous voyons aussi M. Olivier Faye qui a levé la main. M. Olivier, vous avez la parole pour les recommandations. Oui, en fait, je voulais savoir, parce que d'abord remercier tout le monde voilà, pour voilà, cette initiative encore qui va nous imprégner encore, qui va nous instruire encore. Et demander, parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites sur la personnalité de la dame, de la mère. Mais on connaît, apparemment la maman est très connue. Donc pourquoi on ne peut pas avoir sa sérologie? Moi, je ne comprends pas. C'est ça en fait. Parce que l'enquête, il y a l'enquête sur la personne, mais aussi, pour continuer l'enquête, il fallait voilà, accompagner ça par des examens médicaux qui vont plus nous faire. Parce que vous avez parlé de la vulnérabilité de la maman. Donc, apparemment, la maman est très connue. La maman est très connue. Donc, avant l'accouchement, vraiment, on pouvait, voilà, donc pour éviter ce cas-là, parce qu'il y a la prévention de la transmission verticale de la mère à l'enfant. Et cette prévention passe par d'abord la sérologie de la maman qui devait être connue. Parce qu'apparemment, il y a tout un processus qui a été fait. On nous parle même des antécédents des enfants que cette maman a eu depuis le Nigeria, elle est mariée et tout. Donc, voilà, cette enquête qui a été faite devait être accompagnée par une sérologie, naturellement. Voilà. Merci pour ces préoccupations. En fait, moi, merci beaucoup, M. Olivier. Merci beaucoup pour les recommandations données. Donc, nous allons retourner à nos experts s'ils vont faire un résumé des recommandations, de toutes les recommandations qui ont été données. Je peux apporter un élément de réponse? C'était des recommandations. Je vais revenir encore sur vous. On laisse d'abord nos experts faire le résumé des recommandations qui ont été données. Donc, Madame, Dr. Aïssatou, vous avez la parole pour faire le résumé des recommandations. Merci, Dr. Ousseynou. Merci encore à toute la communauté d'être là. On va essayer de remercier la communauté qui nous ont permis vraiment d'être là aujourd'hui et de partager nos expériences. Pour revenir sur les recommandations qui ont été formulées aujourd'hui, donc on a vu que il faut toujours
avoir le statut de sérologue de la mère. Donc, ça, c'est une recommandation, vraiment une force qu'il faut vraiment intégrer et appliquer. Donc, il faudra toujours avoir la sérologie de la maman, même si la maman n'a pas bénéficié de PTMA à l'avance, au moins en salle d'accouchement, avoir la sérologie maternelle. C'est important. Et autre chose aussi qui est sortie aussi, c'est par rapport à la PCR de l'enfant. Donc, il faut toujours avoir une PCR à la naissance, donc qui est recommandée ici aujourd'hui par beaucoup d'experts. Donc, au lieu de faire la sérologie, on préfère vraiment la recommandation forte, c'est d'avoir la PCR à la naissance, qui peut nous édifier sur le statut de l'enfant. Autre recommandation qui est sortie aujourd'hui aussi, c'est par rapport au respect de l'algorithme de dépistage en vigueur dans le pays. Donc, chaque pays a son algorithme de dépistage qui est en vigueur. Donc, il faudra toujours respecter cet algorithme de dépistage pour espérer avoir de bons résultats. Donc, l'autre recommandation que j'avais notée aussi, c'est par rapport à l'arrêt du traitement de l'enfant. Donc, il faut aussi savoir arrêter un traitement. Je ne suis pas médecin, bon, mais je sais qu'on n'arrête pas un traitement brusquement, ni à n'importe quel moment. Donc, arrêter le traitement à un moment opportun. Et au lieu d'attendre peut-être une deuxième, ou bien d'attendre la deuxième PCR avant d'arrêter le traitement. Et aussi la recommandation, aussi l'autre, c'était par rapport à la PCR de l'enfant toujours. Faire la PCR à 3 mois, si les signes persistent, et de ne pas suivre l'algorithme. On est en face d'un enfant qui n'est pas ordinaire. Comme je dis, c'est un cas qui est un peu particulier. Donc, faire une PCR à 3 mois et voir ce que ça va donner au lieu d'attendre la PCR à 9 mois. Comme préconisé par l'algorithme. Merci, docteur. Donc, ce sont les 4 recommandations que j'avais voulu résumer. Merci beaucoup, docteur Aïssatou. Merci beaucoup pour le résumé des recommandations faites. Docteur Aïssatou. Docteur Oui, Aïssatou. oui, docteur Ousseynou. Oui. Merci pour toutes ces recommandations qui ont été émises. Moi, ce que je demande en fait, c'est est-ce que faire une deuxième PCR à 3 mois sans signe clinique décelable, est-ce que c'est possible pour cet enfant? Ou bien on est à 3 mois en fait? Parce que nous avons envisagé de faire la deuxième PCR à 9 mois. Comme elle ne présente aucun signe clinique, voilà, est-il possible qu'est-ce que vous me recommandez en fait? Parce D'accord, merci. qu'actuellement, l'enfant n'est pas symptomatique. D'accord. Donc, merci beaucoup, docteur Aïssatou, pour cette question posée. Donc, je vais revenir sur cette question-là. Je voulais confirmer avec vous, est-ce que ces recommandations-là vont être mises, pourront être mises, ces recommandations pourraient être mises en pratique au niveau de votre structure, d'abord? Voilà, oui, il y a aucun doute. Donc, nous avons déjà respecté l'algorithme déjà, et les recommandations seront mises en pratique. Merci beaucoup. Donc, avant de passer à la présentation de nos experts, je vais revenir sur votre question posée que je vais adresser la parole au professeur Alimatou s'il a des réponses à apporter aux questions posées par notre présentatrice de cas. Prof, vous avez la parole. Merci Ousseynou, mais vous avez 2 expertes dans la salle. Je pense qu'ils auraient pu répondre à cette question. Je vais donner mon avis. Je pense que si l'enfant ne présente pas de signes, il n'y a pas besoin. Ce qui est recommandé, et je crois que les experts vont certainement le dire mieux que moi, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un signe d'appel, c'est de pouvoir refaire éventuellement une PCR. Voilà, donc, mais je crois que Dr Aïssatou et Madame Ndeye Maram, voilà, ont certainement les bonnes réponses. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour votre avis apporté sur la question posée. Donc, nous allons passer à notre expert, Madame Gueye Ndeye Maram, pour sa présentation. Nous nous demandons de se présenter d'abord avant de partager avec nous la présentation qu'elle nous a préparée. Madame Ndeye Maram, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Dr Ousseynou, et on remercie toujours la communauté par rapport à cette importante session que nous déroulons aujourd'hui.
Donc, je suis responsable du bureau de l'élimination de la transmission mère-enfant, du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B, au niveau de la division de lutte contre le sida et les inégalités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci beaucoup, Madame Naïmara. Merci beaucoup, Anna, pour votre présentation. Allez. Nous félicitons aussi notre présentatrice de cas de nous avoir fait de nous avoir présenté ce cas, que tout le monde a bénéficié des connaissances sur la prise en charge d'un enfant dont la sérologie est positive alors que l'enfant est non infecté par le VIH, et d'avoir aussi beaucoup de recommandations pour ce cas. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole à notre expert qui va nous faire la présentation. Donc, j'appelle à toute la communauté d'applaudir notre présentatrice de cas pour le courage qu'elle a pour nous faire part de cette présentation. Merci beaucoup, Dr. Aïssatou. Vraiment, merci beaucoup pour cette présentation de cas. Donc, nous allons donner la parole à Mme Naïmara pour présenter c'est cela que je veux dire. D'accord. Donc, rebonjour à tout le monde. Je vais partager avec vous les politiques de dépistage du VIH chez l'enfant au Sénégal. Et le plan que nous allons utiliser, c'est le contexte, l'épidémiologie. On va partager les critères d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, le diagnostic de l'infection à VIH chez l'enfant. Ensuite, nous allons conclure. Donc, comme contexte, l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH est une priorité mondiale de santé publique. Et son objectif est de garantir la disponibilité des services de qualité en matière de santé reproductive pour les jeunes femmes, les adolescentes, les mères et les enfants, et de réduire l'incidence du VIH à un niveau si faible qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique. C'est-à-dire qu'on aura des cas, mais ce sera des cas qui ne vont plus constituer des menaces pour la santé publique, parce qu'on parle de l'élimination, mais pas de l'éradication. Donc, pour la transmission mère-enfant est le principal mode de contamination du VIH pédiatrique en Afrique de l'Ouest. Donc, les enfants qui sont infectés par le VIH, 95% de ces enfants ont été contaminés par leur maman dans notre contexte. Et là, nous allons parler du processus par rapport à la prévention de la transmission mère-enfant au niveau de notre pays. Donc, le Sénégal a très tôt démarré la phase pilote de la prévention transmission mère-enfant depuis les années 2000-2002. Et en ce moment, on n'avait que 4 sites de prise en charge de la PTM au niveau du pays. Et ces 4 sites constituaient l'hôpital de référence d'enfants Albert Royer de Dr Aïssatou, l'hôpital Aristide Le Dantec, l'hôpital principal de Dakar et l'ex-centre de santé Roi-Baudouin. Donc, toutes les femmes séropositives au niveau du pays étaient suivies au niveau de ces 4 sites. Et ensuite, le passage à l'échelle entre 2005 et 2006. Et pour ce qui est du diagnostic précoce, nous avons démarré très tôt aussi en 2007 avec le diagnostic précoce. Parce qu'avant 2007, les enfants qui étaient nés de mères séropositives recevaient la sérologie définitive après 18 mois de traitement. Donc, il y avait une longue durée d'attente de la famille pour avoir le statut de leurs enfants. Et la décentralisation des tests a démarré au niveau des postes de santé et des structures, au niveau de toutes les structures sanitaires en 2010. Et en 2018, nous avons mis en place les points of care pour décentraliser le dépistage, le diagnostic précoce chez les enfants. Donc, depuis 2007, comme je l'ai dit, la PTM a intégré le diagnostic précoce des enfants. En 2011, nous avons fait l'extension du diagnostic des prélèvements sur papier buvard au niveau de l'ensemble des centres de santé et des hôpitaux. Et en 2014, nous avons démarré le début de la décentralisation des prélèvements sur DBS au niveau des postes de santé. En ce moment, au niveau de notre pays, les prélèvements se font au niveau des postes de santé acheminés pour faciliter l'accès du dépistage aux enfants nés de mères séropositives. Et quelques chiffres statistiques mondiales du VIH, 39 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde.
dont 1,3% de nouvelles infections et les décès sont de 630 000 décès par an. Donc, on a vu qu'il y a une réduction des nouvelles infections du VIH et une réduction aussi des décès liés à les nouvelles molécules que nous utilisons dans le cadre de la prise en charge avec le dolutegravir qui est utilisé pour les femmes enceintes et les populations générales aussi. Et pour ce qui est de l'infection pédiatrique, dans le monde, 1,4 million d'enfants vivent avec le VIH et 84% de ces enfants se trouvent au niveau de l'Afrique subsaharienne et les 27% se trouvent dans notre contexte, l'Afrique occidentale et centrale. Et pour ce qui concerne des nouvelles infections, 80% des infections pédiatriques surviennent toujours dans notre continent et dans notre zone en Afrique subsaharienne, les 40% se trouvent au niveau de l'Afrique occidentale et centrale et les 20% des nouvelles infections chez les enfants au Sénégal interviennent les 20% des nouvelles infections sont intervenues au niveau des enfants de 0 à 4 ans. Donc, vu que les 80%, c'est l'Afrique qui porte le fort tribut, le lourd tribut par rapport à l'infection pédiatrique du VIH. Et au Sénégal, l'infection pédiatrique, la cascade que nous avons pour les 3,95 comparée à la cascade des adultes, la connaissance du statut pour les enfants est de 46%. Donc, les enfants vivant avec le VIH sont sous-dépistés, mais quand on les dépiste, on les met sous traitement avec 94% de mise sous traitement et 80% de suppression de la charge virale. Et pour ce qui est du diagnostic précoce, la cascade, environ, on a 1 million, 1000 naissances par an de femmes enceintes séropositives. Et pour ce qui est de la réalisation du diagnostic précoce, beaucoup d'efforts ont été menés entre 2021 et 2024. Parce que c'est en 2022 que le pays a instauré la PCR à la naissance. Et cette PCR à la naissance nous a permis de réduire la déperdition des femmes enceintes, des femmes allaitantes et leurs enfants. Parce qu'on faisait la PCR à 6 semaines. Donc, de la naissance à 6 semaines, les femmes pouvaient se déplacer, aller chez leurs parents, se déplacer d'une région à une autre. Mais maintenant, avec la PCR à la naissance, dès la naissance, on fait le diagnostic précoce de l'enfant. Et ça va améliorer la prise en charge de l'enfant infecté, mais aussi le suivi de l'enfant qui n'est pas encore infecté. Donc, pour ce qui concerne, ça, c'est des valeurs absolues. Mais pour 2024, nous sommes un peu dans un contexte de rétention d'informations, toujours avec des données qui ne sont pas toujours fiables. Donc, pour les accouchements, nous avons 912 enfants nés de mères séropositives enregistrés, mais nous avons réalisé 1258 PCR, tout âge confondu, mais 1012 sont des PCR qui sont réalisés de la naissance à 8 semaines. Ce sont des PCR dans les délais, avec 31 cas positifs. Mais quand on regarde le nombre d'enfants dépistés PCR positifs, il y a une augmentation. Peut-être que c'est le volume de dépistage qui a augmenté, mais on a enregistré 31 PCR positifs dans les délais avec 55 PCR sur les 1258. Ce qui nous faut un taux de positivité de 4% globalement pour l'ensemble des PCR. Pour les PCR dans les délais, on a un taux de positivité de 3%, mais les PCR qui sont réalisés au-delà de 8 semaines, nous avons un taux de positivité de 10%. Donc, les femmes qui viennent après 8 semaines, souvent, c'est des femmes qui étaient déperdues de vue, dont les enfants n'ont pas bénéficié de prophylaxie ou bien de rupture de traitement chez ces femmes. Donc, nous allons partager les critères d'élimination parce que l'élimination repose sur des critères. Donc, pour le premier critère, c'est l'utilisation en CPN. Il faut que 95% des femmes enceintes bénéficient d'au moins d'une consultation prénatale. Et le deuxième, c'est le dépistage. On en a parlé tout de suite avec le cas de Dr Aïssatou. Donc, la femme qui était reçue au niveau du centre de santé Koungheul devait bénéficier du diagnostic en salle d'accouchement. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la structure, mais vu le contexte de vulnérabilité de cette femme, elle devait bénéficier au moins de la sérologie au niveau de la salle d'accouchement ou dans les suites de couches immédiates. Et aussi, pour la mise sous traitement ARV, il nous faut 95% de mise sous traitement antirétroviraux des femmes enceintes qui sont dépistées positives.
Et par rapport à le taux de transmission, il nous faut un taux de transmission qui est inférieur à 5% dans la population allaitante et un chiffre inférieur à 50 nouvelles infections pédiatriques pour 100 000 naissances. Donc, il faut que notre pays atteigne ces objectifs, les maintient pendant 2 ans pour être un pays certifié qui a éliminé la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B. Et là, nous allons parler du diagnostic de l'infection du VIH chez l'enfant. Donc, l'algorithme de dépistage chez le nourrisson, c'est tout un processus. Donc, pour le premier cas, c'est le nourrisson né d'une mère dont le statut sérologique est positif. Donc, l'enfant est exposé au VIH, la maman est dépistée positive. Pour cet enfant, on fait la PCR de la naissance à 6 semaines. Et à chaque fois que l'enfant exposé est malade ou présente des signes évocateurs du VIH, on refait la PCR, même si la PCR était revenue négative à la naissance ou à 6 semaines. À chaque fois que l'enfant présente des signes évocateurs, on va demander la PCR. Et de veiller à ce que le test de confirmation du résultat positif de la PCR soit effectué. Donc, si on a une PCR qui est positive, une PCR positive, on doit faire la PCR2 immédiatement après qu'on a reçu le résultat. D'accord. Et le processus de diagnostic n'est pas achevé avant le diagnostic final au terme de la période de risque de transmission. Là, nous, on parle de sérologie définitive. Et la sérologie définitive est réalisée à 14 mois si l'enfant est sevré à 12 mois ou bien à 2 mois après arrêt allaitement maternel. Et pour le nourrisson né d'une mère dont le statut sérologique n'est pas connu et qui est asymptomatique. Et là, c'est notre cas, le statut de la mère est inconnu des agents de l'hôpital d'enfants Albert Royer. On ne sait pas ce qui s'est passé à Koungheul. Là, on fait une sérologie pour voir l'exposition de l'enfant. Et cette sérologie, souvent, on le fait, mais c'est une sérologie indirecte. Donc, on recherche la sérologie de la maman. Et si la sérologie est revenue positive, on fait une PCR comme on l'a fait à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Et si la PCR est revenue négative, là, si l'enfant est dans les délais, on fait l'enfant prophylaxie. Parce qu'au-delà de 72 heures, on ne fait plus la prophylaxie. La prophylaxie, c'est dans les premières 72 heures de vie. Au-delà de 72 heures, il n'est plus nécessaire de faire la prophylaxie de l'enfant. Et là, avec le cas de Dr Aïssatou, la sérologie était revenue positive. Le site a mis l'enfant sous traitement antirétroviral, alors qu'au niveau de Koungheul, après sérologie positive, on devait demander la PCR sur site avant de transférer l'enfant. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, comment s'est déroulée la prise en charge de la mère et de l'enfant au niveau de Koungheul. Et au passage, de contacter souvent le programme de lutte contre le sida, parce que nous avons un répertoire national de tous les médecins de prise en charge et des points focaux PTME. Là, on pourra remonter et voir ce qui se passe au niveau du site. Et pour les dernières recommandations, c'est d'utiliser le test oral, l'autotest pour les enfants. Et ce sera un autotest assisté pour les enfants âgés de 2 ans et 15 ans. L'utilisation, ces enfants font partie des cibles prioritaires pour l'utilisation des autotests oraux. Mais comme les experts sont là, nous avons une tranche d'âge où on ne peut pas utiliser les autotests. J'en ai discuté avec le professeur Alimatou, c'est les enfants de 14 mois à 2 ans. Est-ce qu'on pourra utiliser les autotests? Est-ce qu'on va faire une étude pour faire la faisabilité? Parce que le diagnostic des enfants au niveau de la périphérie pose un peu problème par rapport surtout aux sérologies définitives des enfants. Parce que souvent, les mamans doivent se déplacer pour venir jusqu'au niveau des centres de santé ou bien des hôpitaux pour la sérologie définitive, alors que symptomatiquement, l'enfant se présente bien. Donc, avec l'avènement de l'utilisation de ces autotests pour les enfants de 2 ans et plus, beaucoup de problèmes vont être réglés, mais ce qui va toujours persister, c'est le diagnostic définitif des enfants nés de mères séropositives qui doivent se faire entre 14 et 18 mois. Et pour l'algorithme de dépistage du pays, excusez-moi.
Donc, pour l'autre algorithme de diagnostic de l'infection à VIH, donc ce qui est recommandé, c'est que pour l'enfant exposé au VIH, c'est de faire la PCR à la naissance et au plus tard à 6 semaines. Et si la PCR est revenue positive, il faut mettre l'enfant, parce que quand l'enfant, le statut est connu, l'enfant naît, on met l'enfant sous prophylaxie. Mais si la PCR est revenue positive, il faut mettre l'enfant immédiatement sous traitement et demander la PCR2. Si la PCR2 est positive, avec une PCR1 positive, l'enfant est déclaré infecté et continue le traitement et va rejoindre la prise en charge des enfants. Et si la PCR2 est revenue négative avec une PCR1 qui est positive, là, on va demander la PCR3. Et c'est cette PCR3 qui va être déterminante. Si la PCR3 est revenue positive avec une PCR1 positive, l'enfant est déclaré positif. Et si la PCR1 est positive, PCR2 négative, PCR3 négative, là, l'enfant, pour le moment, l'enfant n'est pas infecté. Mais le risque est toujours persistant parce que l'enfant est sous allaitement maternel. Donc, on va continuer le suivi de l'enfant, mais on va arrêter le traitement ARV qui était instauré. On continue le suivi de l'enfant jusqu'à la sérologie définitive et c'est le même processus si la PCR1 est négative. Là, l'enfant est sous allaitement maternel protégé pendant les 6 premiers, pendant ces allaitements maternels protégés avec une prophylaxie durant les 6 premières semaines de vie. Et à partir de 6 semaines de vie, on va mettre l'enfant sous prophylaxie au cotrimoxazole. Et cette prophylaxie au cotrimoxazole doit être continuée jusqu'à la sérologie définitive de l'enfant. Donc, si l'enfant n'est pas sevré à 12 mois, là, il faut renforcer l'observance chez les mamans, sensibiliser pour l'arrêt de l'arrêtement maternel à 12 mois et après arrêtement, 2 mois après arrêtement, c'est en ce moment qu'on va faire la sérologie définitive. Mais si l'enfant est toujours sous allaitement, à 18 mois, on fait une sérologie à cet enfant. Donc là, on traitait le cas d'une séroconversion de l'infection à VIH, mais en ce moment, dans notre pays, nous sommes dans la triple élimination. C'est pourquoi je vais conclure dans la triple élimination, parce que nous sommes dans l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B. Et notre objectif, c'est d'atteindre cette élimination d'ici 2027. Donc là, on va montrer l'efficacité de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Si aucune intervention n'est faite, le taux de transmission de la mère à l'enfant tourne entre 20 et 45%. Et si la femme adhère à la prévention de la transmission mère-enfant, le taux de transmission est inférieur à 2%. Et pour ce qui est de la syphilis, si aucune intervention est faite pour les syphilis primaires et secondaires, le taux de transmission tourne entre 60 à 100%. Et pour la syphilis latente, entre 8 et 40%. Et s'il y a une bonne adhésion à cette PTME, le taux de transmission pour la syphilis congénitale est inférieur à 3%. Et pour le VHB, si rien n'est fait et l'antigène HB est positif, la transmission tourne entre 70 et 90%. Si l'antigène HB est négatif, entre 10 et 40%. Et s'il y a une intervention, ça tourne autour de 5%. Et au niveau de tous les points de prestation, les tests syphilis duo sont disponibles et le test antigène HB aussi est disponible et gratuit pour le moment maintenant au niveau du pays. Donc, le dépistage est accessible au niveau de tous les points de prestation. Donc, la recommandation phare, c'est de proposer le test de dépistage à toutes les femmes vues en consultation prénatale et au premier contact. Donc, les interventions de prévention de la transmission verticale de la syphilis et du VHB sont parmi les interventions de santé publique les plus efficaces et les plus rentables en termes de santé maternelle et infantile et les plus recommandées. Donc, si on parvient à dépister 95% des femmes enceintes qui consultent nos structures sanitaires, là, nous pourrons atteindre l'élimination d'ici 2027. Donc, accélérer l'élimination de la transmission, l'enjeu majeur est de mettre en place le dépistage, comme je l'ai dit, efficace des 3 infections en CPN le plus tôt possible, de préférence au cours du premier trimestre de la grossesse. Donc, pour le résumé de la prise en charge de la femme enceinte, c'est le dépistage. C'est de faire le diagnostic le plus tôt possible. Traiter les femmes qui sont dépistées positives au VIH, à la syphilis ou bien de l'hépatite B,
qui permet d'éviter les complications graves et aussi ne pas oublier le dépistage et le traitement des enfants et des partenaires. Parfois, on fait focus sur la femme enceinte séropositive, on oublie les partenaires et les enfants. Et l'objectif de la PTME, c'est l'enfant. Il faut que l'enfant ne soit pas infecté. La maman est déjà infectée, on va la traiter, l'accompagner, mais on doit tout faire pour que nos enfants ne soient pas infectés par le VIH, la syphilis ou bien l'hépatite B. Donc, je vous remercie par rapport à votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Gueye, merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, avant d'attaquer les questions, on va enchaîner avec la présentation du deuxième expert du jour. Comme ça, après, on va recueillir toutes les questions rapidement avant l'heure. Donc, nous allons passer la parole au docteur Aïssatou Sow, qui est pharmacien commandant et biologiste responsable du laboratoire de la gendarmerie nationale, laboratoire d'analyse médicale de la gendarmerie nationale. Donc, docteur Aïssatou, vous avez la parole pour votre présentation. Donc, c'est bon, docteur Aïssatou, c'est bon. Donc, vous avez la parole. Bonjour à toute la communauté. Voilà. Moi, c'est Dr Aïssatou Sow. Je suis pharmacien microbiologiste, PhD en virologie et responsable du site de santé de la gendarmerie nationale, le laboratoire en question. Donc, je suis là aujourd'hui pour apporter des éclaircissements, on peut contribuer à ce cas qui est intéressant, vraiment, du Dr Aïssatou, Dr Albert Royer. Donc, je vais pour revenir au cas qui nous réunit, c'est la prise en charge des enfants vivant avec le VIH. Donc, on va parler bien sûr néonatal, pour notre contexte, parler de l'intérêt, des méthodes et aussi de l'algorithme de dépistage de Mme Gueye a parlé. Donc, on ne va pas s'attarder trop sur ça. Donc, le plan que nous avons adopté, on va expliquer pourquoi faire un diagnostic néonatal chez le nourrisson et quel est l'intérêt de faire ce diagnostic chez les nourrissons. Aussi parler de l'algorithme de dépistage, parler aussi des facteurs influençant les résultats du diagnostic et finir par quelques recommandations. Donc, pour revenir au VIH pédiatrique qui nous réunit aujourd'hui, je pense que excusez-moi. Donc, le cas que nous réunissons aujourd'hui, c'est le VIH pédiatrique, parce que le docteur Gueye est revenu sur les chiffres. Donc, les chiffres sont déjà maintenus par l'ensemble de la population, les chiffres mondiaux qu'on a notés. Moi, je vais revenir sur les chiffres chez l'enfant, qui est de 1,4 million d'enfants. Donc, on voit que les enfants continuent de payer un lourd tribut face à cette infection. Et par rapport à cette infection au Sénégal, comme elle l'a bien dit, environ 10 000 naissances ont été répertoriées par chaque année. Et l'année, quand on voit la cascade, quand on voit la cascade chez les enfants, chez les enfants, Mme Gueye en a parlé. Donc, on va juste retenir que selon ce cascade présenté, on voit que des efforts sont vraiment ont été faits sur le volet prise en charge des enfants. Si on voit les résultats depuis 2021 jusqu'à 2024, cependant, comme elle l'a dit, par rapport au diagnostic de l'enfant, des efforts restent encore à être faits. Donc, on doit vraiment renforcer ces efforts pour arriver vraiment à une élimination de cette transmission. Comme elle a de 5%, ce sont les fixés en 2015. Et si nous voyons ce cours sur l'élimination, l'évolution de l'élimination, on voit que c'est un cours qui s'abaisse
Donc, mais il y a des objectifs qui restent à être atteints et il faudra aussi aller vers une réduction de la TME à 2%, comme on l'avait préconisé d'ici 2025. Donc, pour cette transmission mère-enfant qui nous réunit ici aussi, peut aller, comme on le voit sur le schéma, jusqu'à 45% si rien n'est fait, s'il n'y a pas d'intervention efficace. Et cette transmission peut survenir, comme on le voit sur la diapositive, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et aussi pendant l'allaitement. Donc, on voit que pendant l'accouchement et l'allaitement, le risque est beaucoup plus élevé, surtout lorsque les mères sont infectées. Et les mères n'ont pas bénéficié de traitement, comme dans le cas d'aujourd'hui. Donc, la maman n'a pas été bénéficiée d'un programme de prévention. Donc, aussi, ce risque est élevé aussi quand les mères séropositives ont un stade de grade élevé inconnu au moment de l'accouchement. Donc, ça, c'est un fait. Et aussi, quand la situation de la maman est inconnue pendant l'accouchement. Donc, c'est le cas qui nous réunit aujourd'hui. Vraiment, ça, c'est un cas très, très important. Donc, par rapport à ça, donc, pourquoi faire un diagnostic précoce chez les enfants? On doit éviter d'aller vers les symptômes du sida accélérés, comme on dit. Et les risques de TME sont très élevés si les mamans ne sont pas mis sous traitement très tôt. Et à l'absence de ce traitement, la mortalité du VIH peut atteindre jusqu'à 30%. Donc, comme on le voit sur la diapo, à l'âge de 1 an, 50% à l'âge de 2 ans. Donc, l'idéal, c'est de bénéficier de diagnostic néonatal à la naissance. Donc, à défaut, entre 4 à 6 semaines. Et ceci pour pouvoir déceler une primo-infection très tôt chez l'enfant. Donc, quel est aussi, on est toujours dans l'intérêt de faire ce diagnostic précoce. Donc, ce diagnostic précoce obéit à des règles. Donc, ce qui n'est pas recommandé de faire, c'est de faire un test sérologique, comme le cas qui nous a été présenté aujourd'hui, que la sérologie a été faite. Donc, c'est une recommandation forte de ne pas faire la sérologie à la naissance. Et pourquoi? On le voit sur cette diapositive parce qu'on voit que la substance des anticorps maternels est là. Et on dit jusqu'à l'âge de 18 mois. Donc, l'anticorps maternel est présent. Et ce qui s'est passé sur le cas d'aujourd'hui, à la naissance, nous voyons sur la courbe rouge que l'anticorps, quand l'enfant est infecté, ces anticorps vont augmenter. Donc là, c'est l'anticorps de l'enfant en rouge. Et en vert, on a les anticorps maternels qui vont tendance à s'abaisser au fur et à mesure. Donc, si on fait la sérologie à la naissance, ou bien pendant les premiers mois, premiers jours de naissance, on risque de tomber sur des anticorps maternels. Et ça, c'est ce qu'il faudra éviter. Donc, ce qui est recommandé de faire, c'est d'aller vers un diagnostic direct de cette infection. Et ce diagnostic direct est là, sur la diapositive. Pourquoi ce diagnostic direct? C'est parce que ce diagnostic direct nous permet de détecter le matériel génétique du virus au niveau des cellules. Parce que comme on dit, au niveau des cellules, là, on a l'ARN qui est intégré dans la cellule. Et la PCR ADN nous permet d'aller voir cette infection au niveau des cellules. Et comme je dis, si on s'élève à la cellulose, on risque de tomber sur les anticorps maternels. Et si on fait aussi une PCR ARN aussi sur un enfant qui a été mis sous traitement très tôt, on risque de tomber sur une charge de grade aussi indétectable. Et donc, l'idéal, c'est d'aller vers un diagnostic précoce qui est un diagnostic qu'on appelle communément un diagnostic ADN. Donc, ce diagnostic, comme je viens de dire, il y a des techniques, il faut les respecter, qui vont jusqu'à l'extraction. Et qui dit extraction dit vraiment aller chercher quelque part. Donc, on va aller chercher un constituant du virus et par l'extraction qui va être amplifié pour avoir de bons résultats et aussi détecté. Donc, avant de passer à la détection, il faudra faire un processus qui est là, comme nous le connaissons en tant que biologiste. Donc, c'est l'extraction, l'amplification et la détection. Et ceci peut être fait, comme Mme Gueye a souligné sur sa présentation, sur 2 types de prélèvements que nous avons ici. On peut aller vers les prélèvements sur les DBS, donc qui a été commencé depuis 2007 au Sénégal. On peut aussi aller vers des prélèvements sur le sang total. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le sang total, il faudra toujours privilégier l'équipe EDDA qui nous permet d'avoir vraiment de bonnes PCR, une PCR qui n'est pas inhibée et d'avoir de bons résultats à la fin. Donc, ce qui est important de connaître aussi, c'est les techniques de prélèvement chez les enfants. Donc, il faudra vraiment former aussi les techniciens qui font, ou bien les infirmiers qui font les prélèvements chez les enfants, parce que tout résultat dépend du prélèvement. Donc, pour avoir un bon résultat, il faut avoir un bon prélèvement. Et pour avoir ce bon prélèvement, nous disposons de kits de prélèvement pour ces enfants qui nous permet de faire un prélèvement sur des KTDS. Et ce qui est ainsi constitué. Donc, tout ce matériel doit être disponible
au niveau des sites pour pouvoir vraiment faire un bon prélèvement chez l'enfant. Ils sont une couche vulnérable, donc vraiment, je pense que le prélèvement doit être vraiment soigné pour avoir de bons résultats. Et là, je montre un peu l'idéal, c'est de débuter vraiment par se laver, de respecter les conditions d'asepsie, donc avant de faire tout prélèvement. Donc là, c'est important de vraiment que les infirmiers, que les techniciens qui font les prélèvements aient ces notions-là, de respecter les conditions d'asepsie pour pouvoir avoir un bon prélèvement. Donc, pour ce qui est l'algorithme, et tous ces techniques obéissent à une loi, c'est l'algorithme qui est là au Sénégal, et Madame Gueye est revenu beaucoup sur ça. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur l'algorithme du diagnostic. Comme elle vient de dire, c'est un long processus, c'est un processus. Et ce processus, c'est un processus à PCR multiple. Ça ne va pas dire qu'on déclare un enfant sur la base d'une PCR, donc c'est à l'issue de PCR multiple qu'on doit déclarer le sexe de l'enfant. Comme elle a dit, à la naissance. La PCR à la naissance. Et chaque fois que l'enfant est exposé au VIH est malade, comme la question qui a été posée tout à l'heure, donc la pertinence, c'est de faire la PCR quand il y a des signes évocateurs qui sont là et qui persistent. Donc, veillez aussi d'avoir aussi de faire la confirmation de tout PCR qui est positif. C'est important. Un test positif doit toujours être vérifié et contrôlé avant d'être rendu. Donc, et ce processus de diagnostic n'est pas achevé tant qu'on en parle de diagnostic final, comme Mme Gueye l'a dit. Donc, je ne vais pas m'attarder. Donc, il faudra toujours avoir le diagnostic final de l'enfant avant de mettre fin à ce processus de diagnostic chez l'enfant. Donc, l'algorithme, elle est revenue aussi sur l'algorithme de dépistage chez l'enfant, qui est là. Donc, je pense que l'algorithme a été bien compris par la communauté, je pense. Ce qui est important de savoir sur l'algorithme, c'est la PCR à la naissance est à privilégier, à défaut de le faire à 6 semaines. Donc, c'est ça qui est privilégié. Donc, la sérologie n'est pas indiquée devant ces situations. Et quand les PCR sont positifs aussi, mettre l'enfant sous traitement et de prélever aussitôt une deuxième PCR. Et quand cette deuxième PCR, comme elle l'a bien dit, est positive, on va rejoindre carrément la PCR qui était positive et maintenant continuer le traitement de l'enfant. Mais si cette PCR2 est revenue négative, donc ça, on est en phase d'une discordance entre une PCR1 et une PCR2. Et l'idéal, c'est de faire une troisième PCR pour pouvoir départager les deux résultats que nous avons obtenus précédemment. Et ça nous permet de nous orienter sur la PCR3 qui devient positive. Et là, on est bien sûr le cas est positif. Et quand c'est négatif aussi, on fait le suivi. Comme dans les cas négatifs, donc on fait un suivi clinique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le suivi de l'enfant ne doit pas être interrompu tant que l'enfant n'est pas déclaré négatif et le diagnostic final a été obtenu. Donc ça, c'est important. L'enfant est tout le temps suivi. Donc, je vais un peu parler des facteurs qui peuvent influencer le résultat de diagnostic de PCR. On peut avoir ici, comme j'ai dit sur les diapositives, des fois, on peut avoir des réactions croisées. Bien que ce n'est pas, dans notre cas, on n'est pas dans ce cas, mais on peut avoir des réactions croisées avec d'autres facteurs, d'autres anticorps au niveau des tests de dépistage rapide. Donc, et ça peut prêter à des erreurs d'interprétation. Et ceci doit nous aider ou doit nous édifier à bien former le personnel qui fait les personnes techniques, le personnel technique qui fait ces tests. Donc, et aussi par rapport à l'interprétation des résultats, il faudra aussi respecter l'algorithme qui a été proposé. On est au Sénégal, c'est le taux d'infection, la prévalence est inférieure à 3%. Je pense qu'il faudra toujours respecter l'algorithme à 3 tests qui a été proposé pour pouvoir vraiment avoir de bons résultats. Donc, ceci nous amène à avoir aussi la disponibilité des tests de haute qualité. Donc, des tests de haute qualité et aussi respecter, comme je viens de dire, l'algorithme qui a été mis en vigueur dans le pays. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, il faut aussi avoir la sérologie de la maman en salle d'accouchement. C'est important. Une maman qui est venue sans programme, qui n'a pas bénéficié du programme PTMO, doit toujours avoir la sérologie. Donc ça, c'est vraiment parmi les recommandations phares avant de perdre l'enfant, comme a souligné en long et en large le major Pierre-Olivier Faye. Donc, la sérologie de la maman, vraiment, doit être faite en salle d'accouchement. Donc, vraiment, d'y aller aussi de voir l'information qu'on a eue, pourquoi ça n'a pas été fait. Donc, aussi privilégier la PCR à la naissance. Donc, ça aussi, ça peut prêter à confusion. Quand on fait la sérologie de l'enfant avant 14 mois. Et je pense que ce qui s'est passé avec ce cas, donc là, on peut se retrouver dans des situations de séropositivité passive qui est due à l'absence
mission transfrontière d'anticorps IgG anti-VIH. Parce qu'on sait que quand l'enfant est né, et comme j'ai bien dit dans les diapos précédentes, elle vient avec les anticorps maternels. Et le fait de faire la sérologie avant 14 mois ne nous permet pas d'avoir vraiment des résultats fiables. Donc, il faudra vraiment penser à cela. Ça peut prêter en confusion et vraiment faire une discordance entre les résultats qu'on obtient. Donc, je vous mets aussi quelques techniques de dépistage de diagnostic précoce que nous avons ici au niveau de LVV. On a des plateformes conventionnelles qui sont là, comme le COVAS 5800. On a aussi le Apply Biosystem, le Nordiac. Donc, ça, c'est des techniques conventionnelles qui prennent des examens, des paramètres en série, qui lancent en série, mais avec des durées de temps de rendu qui sont un peu longs. Donc, c'est pour cela que les bonnes options sont disponibles, comme le MPIMAN et le GFPR qui permet maintenant, qui a été décentralisé, je pense, à l'intérieur du pays et qui permet d'avoir des résultats vraiment à l'heure, des tests à l'heure et de pouvoir prendre en charge l'enfant dans les meilleurs délais. Donc, comme recommandation, bon, ça a été dit, hein, les recommandations, c'est toujours faire un test virologique avant l'âge de 14 mois. Vraiment, c'est une recommandation forte qu'il faudra respecter, réaliser le test à la naissance et aussi si le risque est élevé. Parce que moi, je me dis que cet enfant-là, c'est un risque, bon, c'est un enfant vraiment qui était à risque. On ne connaît pas le statut de la mère, donc il fallait faire la PCR à la naissance. Donc, à défaut de faire à 6 semaines. Il faut aussi veiller à communiquer les résultats des tests virologiques le plus rapidement possible dans les meilleurs délais. Là, je parle aux biologistes que nous sommes. Donc, veiller à communiquer vraiment les résultats dans les meilleurs délais. Ça va vraiment, pour pouvoir démarrer le table sans délécher le nourrisson. Comme Mme Gueye a dit, le table doit être démarré dans les meilleurs délais. Si on attend encore, je pense que l'effet ne sera pas obtenu. C'est important. Donc, comme défi majeur que nous avons ici au pays aussi, je crois que la connaissance des mères reste encore un défi. Parce que si à ce stade, on nous parle des mères qui sont en salle d'accouchement, qui ont pu accoucher sans qu'on puisse avoir de sérologie, je pense que c'est un défi à relever. Aussi, le diagnostic précoce chez l'enfant aussi reste un défi. Quoi qu'on dise, reste un défi parce que l'enfant qui est là, sur nos yeux, avec une mère inconnue, vraiment la perte devait être faite depuis la naissance. Donc, il faut aussi assurer un bon suivi au nourrisson. C'est important jusqu'à la connaissance du statut final, qui pose des problèmes, comme l'a dit Mme Gueye. Les efforts vont être vraiment accentués à ce sens. Et aussi pratiquer faire une pratique alimentaire, conduire à une pratique alimentaire optimale, c'est-à-dire aller vers l'allaitement maternel protégé, comme l'a indiqué, comme l'a préconisé vraiment le programme. Donc, c'est important. Et là, je finis avec vous dire merci pour votre attention. Merci à toute la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Aissatou. Merci beaucoup de nous avoir fait votre présentation. Donc, nous allons tourner vers la communauté pour demander est-ce qu'il y a des questions concernant les deux présentations que nos deux experts nous ont faites tout à l'heure. Donc, la parole est à qui le veut s'il y a des questions au niveau de la communauté. Sur les présentations des experts, de nos experts d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou bien les présentations étaient très claires? Il y a des contributions. Monsieur Abdoubari, il y a aussi Fabrice Tidjane Tachana. D'abord, Fabrice Tachana, vous avez la parole. Monsieur Abdou, vous avez la parole. Si vous avez des questions. D'accord, merci beaucoup. On remercie les deux présentatrices pour la clarté également des présentations. Bon, je voulais juste intervenir sur l'utilisation des tests oraux. C'est les enfants avant 2 ans, en fait. Je voulais plus d'éléments, en fait. Quand est-ce qu'on doit utiliser les tests oraux et pourquoi on ne doit pas utiliser les tests oraux avant également 2 ans, quoi, en fait. C'est ça ma question. D'accord. Merci beaucoup, Dr Barry, d'avoir posé la question.
Docteur Aïssatou, est-ce que vous avez des questions à poser à nos experts? Docteur Aïssatou. Voilà, excusez-moi. Donc, juste pour vous dire que ces présentations ont été vraiment bien libellées. Donc, merci pour cette pour ces brillants échanges. Merci à Madame John pour sa présentation et à Docteur Aïssatou. Merci. Voilà. Donc, Merci. Merci beaucoup, docteur Aïssatou. Docteur Dia. Est-ce que vous avez d'autres questions au niveau de la communauté? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer sur les... Docteur Ousseynou, il y a Oui. une question que Docteur Awakan voulait poser. Ah, docteur Awa, on ne vous a pas vu depuis le début là. Ou bien vous êtes dans l'ombre. Non, on est là, on suit. On remercie vraiment les présentations des experts. C'était très instructif. Et la question aussi, c'est par rapport aux autotests. Pour les enfants de 2 à 15 ans, vous avez bien dit. Donc, c'était pour voir est-ce que ce sera disponible au niveau central parce que dans votre présentation, vous avez eu l'air de dire que c'est plus orienté périphérie, mais est-ce que nous aussi, au niveau central, ce sera disponible? Et la question qui a été posée en amont aussi, qu'en est-il des patients entre 2 ans, enfin avant 2 ans, entre 14 mois et 2 ans? Pourquoi voilà, ils ne sont pas éligibles à ce test? Merci. Merci beaucoup, docteur Awa. Ouais, c'est comme ça, il faut participer. Depuis le début là, on vous attendait. Merci beaucoup pour les questions posées à nos experts. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la communauté? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à nos experts pour apporter des réponses aux questions posées. Madame John, Madame Gay, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Ousseynou. Merci à toute la communauté par rapport à l'intérêt que vous avez porté à nos présentations. Donc, je vais revenir sur l'utilisation des autotests. Les autotests sont disponibles aussi bien au niveau des structures de la périphérie, au niveau de tous les PPS. Mais au niveau des postes de santé, c'était pour rendre plus accessible le diagnostic de l'enfant. Mais c'est disponible au niveau des PRA et les structures peuvent passer leurs commandes au niveau des PRA et vous serez dotés. Parce que au début, les autotests étaient destinés, la cible prioritaire, c'était les populations clés. Mais vu que les enfants sont sous-dépistés, donc nous avons priorisé ces enfants pour l'utilisation des autotests pour rendre accessible le diagnostic de ces enfants. Et pour les enfants de 2 ans à 15 ans, c'est la cible du fabricant. Donc, le fabricant, donc c'est des techniques. Donc, ils ont préconisé d'utiliser les autotests à partir de 2 ans. Donc, même le programme, notre souci, c'est les enfants de 14 mois à 24 mois. Parce qu'on doit faire la sérologie définitive à ces enfants. Donc, nous avons discuté avec le LBV, avec le professeur Alimatou, de faire une étude de faisabilité, au moins au niveau d'un site. Et au niveau de ce site, on va utiliser 2 tests. Les tests classiques, le test de dépistage pour la sérologie classique et les autotests. Et après, on va faire des comparaisons. Donc, nous sommes dans cette réflexion. Mais le problème qui se pose, c'est la raréfaction des ressources en ce moment. Donc, on va voir comment faire pour utiliser ces autotests. Parce que si on parvient à utiliser ces autotests chez les enfants de 14 mois à 24 mois, ce serait donc plus simple à utiliser, ce sera moins, comment le dirais-je, agressif, invasif. Moins invasif. Moins invasif, oui. Parce que prélever les enfants, c'est pas du tout facile. Alors que les autotests, on fait les raclements au niveau de la gencive supérieure et inférieure et ce sera assisté par le prestataire. Mais pour les enfants, l'utilisation des autotests sera assistée par le prestataire. Donc, on ne va pas remettre les autotests aux mamans pour faire le prélèvement des enfants, mais ce sera assisté et sur site.
D'accord, merci beaucoup. C'était les explications que j'avais. S'il y a des collègues qui peuvent contribuer, merci de l'intérêt que vous avez porté à la présentation. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Ndeye Maram. Merci beaucoup d'avoir apporté des réponses posées. Docteur Korobousso, est-ce que vous avez des questions concernant à nos présentations aujourd'hui de nos deux experts? Docteur Koro? Docteur Korobousso? Donc, est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat, M. Fona? Est-ce qu'on peut vérifier s'il n'y a pas de questions? D'accord. Donc, nous avons envoyé un sondage que nous voulons tous que toute la communauté puisse participer pour pouvoir améliorer nos sessions de formation. Donc, le sondage a été envoyé dans le chat. Donc, vous veuillez, s'il vous plaît, renseigner ce sondage et nous faire parvenir les réponses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des recommandations pour la communauté à nos deux experts? Est-ce qu'il y a des recommandations? Oui, professeur Alimatou, prof. Voilà, vous avez la parole. Non, pas de recommandation particulière. Très belle session. Félicitez tout le monde et voilà. Je vous encourage. Je vois que je peux prendre ma retraite tranquille et qu'on se déroule sans moi. Bravo. Merci. Merci beaucoup, prof. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions ou recommandations? Docteur Kouro? Docteur Kouro, est-ce que vous êtes là? Un ami, c'est très apprécié. Ouvrez votre micro, docteur Kouro. Ce n'est que sur place. Donc, s'il n'y a pas d'autres recommandations ni questions au niveau de la communauté. Oui, bonjour, docteur Ousseynou. Bonjour à tous. Désolée, hein, j'ai eu un petit moment de déconnexion. Vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai envoyé un message dans le chat vraiment pour magnifier cette session. Et c'est très apprécié, machallah. Et vraiment, on espère, hein, comme j'ai l'habitude de le dire à professeur Alimatou, voilà, suivre les pas du LBV. Hein, et vraiment, on espère un coaching de sa part, de la part de toute l'équipe ECHO, pour que la division de lutte contre le sida et les IST également puisse planifier des sessions hein, d'orientation sur les stratégies nouvelles. En tout cas, professeur Alimatou, merci beaucoup. Hein, merci à toute l'équipe. Merci, docteur Ousseynou. Et félicitations aux panélistes. Merci. Merci beaucoup, docteur Kouro. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comme ça, au moins, la communauté puisse savoir. Oui, alors, je pense que c'est ma troisième participation. Je m'appelle Kouro Bousso. Je suis responsable du suivi et évaluation au niveau de la division de lutte contre le sida et les IST. Et je coordonne également la prestation de services différenciés du VIH. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre participation aussi aux sessions de ECHO, la bonne pratique. Donc, nous remercions aussi toute la communauté, particulièrement aussi à notre présentatrice de cas et son maître, docteur Awa Khan, qui est derrière vraiment. Voilà, donc toutes nos félicitations et tous nos encouragements aussi d'avoir pris le courage de présenter ce cas qui est très intéressant et qui nous a permis au moins d'avoir de nouvelles connaissances à tout le monde. Et aussi, nous félicitons à nos deux experts. Le temps était très court, très réduit, mais malgré cela, vous nous avez fait bénéficier d'excellentes présentations. Donc, nous vous remercions vous tous de votre disponibilité et de votre participation. Aussi, nous remercions aussi à notre professeur Alimatou, qui est le coordinateur de cette école Labo Bonne Pratique, qui nous permet aussi de faire des enseignements, de faire des échanges à travers toute la communauté. Au niveau du laboratoire LBV. Donc, nous remercions tout le monde d'être là et d'avoir participé à cette session. Et nous encourageons aussi à trouver d'autres cas
d'autres cas pour nous faire parvenir ça, qu'on va essayer de traiter, surtout nos amis de Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire et même de la Guinée. Donc, on attend les cas de la sous-région qu'on pourra traiter ici ensemble et faire bénéficier à toute la communauté. Donc, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Et félicitations à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bravo, facilitateur, Dr. Ousseynou. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. Allumez les micros, allumez les vidéos pour qu'on puisse vous voir. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et félicitations à tout le monde. Merci beaucoup. Ousseynou, il paraît qu'il y a le Niger aussi, hein? Ils vont nous donner le prochain cas. Voilà. Il y a nos amis du Niger là. Yacouba, on ne voit pas pour les cas. Non, on arrive. Ah, Yacouba, 2025, mais faut venir. Mais Ousseynou dit aux membres de la communauté que ce n'est pas seulement une plateforme VIH, hein? On peut discuter de tout. Oui. Voilà, donc on peut parler de tout. Voilà. Donc, il y a la biologie, donc on pourra traiter ça ici. Donc, nous attendons les différents cas que vous allez nous proposer. On va essayer de travailler là-dessus et de présenter ça à toute la communauté. Merci beaucoup. Prochaine fois, c'est vous, Yacouba. Allez, merci beaucoup. Non, on va prendre la main après. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.